L'épidémie actuelle de Covid-19 et les fortes critiques envers l'Union européenne qu'elle suscite nous incitent à interroger cette crise sur le temps long. D'où l'objet de cette conférence sur les défis de l'intégration européenne de l'avant-guerre au Covid-19. Prononcée le 9 mai 2020, date du 70e anniversaire de la déclaration Schuman du 9 mai 1950, qui a lancé le processus de construction d'une Europe communautaire aboutissant à l'Union européenne actuelle. Bien sûr, les conséquences de l'épidémie contemporaine sur l'organisation du continent européen ne sont qu'une facette d'un drame humain global qui a déjà fait près de 300 000 morts à l'échelle mondiale à ce jour, 9 mai 2020, sans compter les décès prématurés liés à la surcharge du système de santé, puis à la crise économique et sociale à venir. Le défi de la pandémie est largement inédit, comme en témoigne l'ampleur des mesures de confinement prises sur la planète et la lourdeur des procédures présidant au déconfinement. L'interrogation sur l'intégration européenne reste toutefois légitime car l'Union européenne demeure énigmatique. Ni fédération, ni institution internationale classique, l'organisation a à la fois un rôle incontournable dans la crise et en même temps secondaire par rapport aux États-nations. Par ailleurs, avant même la crise, tout le monde acceptait l'idée que l'Union européenne était en crise, surtout depuis le tournant de 2016, date où le Brexit a été accepté et est devenu une réalité depuis 2020. Ce choix du Brexit, que la plupart des observateurs n'avaient pas vu venir et considéré ensuite comme d'application improbable, fait entrer l'Europe dans une nouvelle ère, celle de la fin d'une intégration continue et cumulative de l'Union. Le Brexit vient d'ailleurs couronner une série de crises des institutions communautaires, depuis le rejet du traité constitutionnel de 2005 par la France et les Pays-Bas, en passant par la crise financière, 2 ans plus tard, la crise de l'euro à partir de 2010, puis la crise dite migratoire. Dès lors, le 70e anniversaire de la déclaration du Schuman du 9 mai 50 sera-t-il le dernier à célébrer une décennie supplémentaire de construction européenne? Plus précisément, sommes-nous passés de l'intégration à la désintégration de l'Union, ou plus vraisemblablement à une nouvelle organisation du continent européen, fondée sur peut-être des institutions différentes qui auraient évolué et sur de nouvelles politiques économiques et sociales. Pour répondre à cette interrogation, cette conférence reviendra sur l'histoire de l'intégration européenne depuis un siècle, afin de mettre en valeur les 3 formes qu'a pris ce phénomène: le marché, la solidarité et la puissance. Ce triptyque marché, solidarité et puissance réside en effet au cœur des ambitions qui ont présidé à la naissance de l'actuelle Union européenne en 92, mais aussi des communautés qui l'ont précédée et des différents projets et des réalisations qui ont été mises en œuvre immédiatement avant les communautés européennes depuis 1919. Alors, premier élément, l'Europe par le marché. L'Europe par le marché a longtemps été considéré comme l'outil naturel d'organisation du continent. L'histoire, je l'ai dit, ne commence pas en 1950, mais dès 1919, lorsque la thématique du déclin de l'Europe s'impose après le suicide collectif qu'a représenté la Première Guerre mondiale. Déjà dans les années 20, la diminution des barrières douanières avait été considérée comme une solution pour faciliter la reconstruction du continent sur le plan économique et social, tout en apaisant les relations entre anciens belligérants. Cette ambition était notamment portée par la Société des Nations, dans laquelle officiaient de nombreux promoteurs de la coopération internationale, puis européenne, comme par exemple Jean Monnet, secrétaire général adjoint de la SDN de 19 à 23, même si à l'époque il était plus intéressé par l'aspect international qu'européen. L'optique de la SDN s'inscrivait dans celle des 14 points du président de Wilson, celle finalement de la réalisation d'un monde libéral sur les plans politiques et sur le plan économique et social. La SDN a par exemple promu le désarmement douanier, l'expression de l'époque, à travers la promotion de la clause de la nation la plus favorisée. Une autre organisation internationale créée à l'époque, le Bureau international du travail, s'efforçait de promouvoir des normes sociales minimales et d'accompagner l'immigration de travailleurs. Ces organisations étaient internationales, mais elles avaient également une dimension européenne, tant du fait de leur siège, Genève, que de leurs membres. L'isolationnisme américain, la révolution russe, la colonisation firent des Européens les acteurs centraux de ces nouvelles enceintes.
à tel point que des projets spécifiquement européens y étaient discutés, comme le projet de, je cite, créer un lien fédéral entre les États européens, lancé par Aristide Briand, alors ministre des Affaires étrangères, à Genève, à la tribune de la SDN, le 5 septembre 1929. Un mois plus tard, la bourse de Wall Street s'effondrait dans un krach aux répercussions mondiales, attisant les nationalismes et obérant les coopérations européennes et internationales. L'idée de marché, articulant libéralisme politique, économique et social, relevait alors largement de l'utopie. Le monde des années 20 était resté assez protectionniste et celui des années 30 et 40 l'était encore plus du fait de la montée en puissance des régimes autoritaires puis des guerres. Mais le projet n'a pas été oublié et a été réutilisé après-guerre pour refonder un ordre européen sur des bases plus solides que celles de 1919. L'idée restait de combiner les libéralismes politique, économique et social, du moins dans les démocraties d'Europe occidentale. La levée progressive des barrières douanières devait faciliter la circulation des produits qui pouvaient manquer dans un pays, baisser les prix et permettre des migrations du travail, notamment depuis l'Italie du Sud. Sur le plan politique, l'idée était que la coopération entre les pays européens devait diminuer les risques de conflit, en reprenant l'idée des Lumières, selon laquelle le commerce adoucit les mœurs, et en s'appuyant surtout sur le contre-exemple des années 30, lorsque nationalisme économique, social et politique s'alimentaient mutuellement. La coopération européenne institutionnalisée a alors démarré non pas en 1950, mais dès 1947-48, surtout avec le plan Marshall, qui s'accompagne d'un engagement d'ouverture réciproque et progressive des frontières européennes, et la création de l'OSCE. Les Européens reprennent l'initiative ensuite avec la déclaration Schuman du 9 mai 50. C'est en ça que cette date est si importante, puisque c'est véritablement une première initiative européenne avec le soutien américain, alors que l'OSCE était une initiative américaine. Donc cette CECK, la Communauté européenne du charbon et de l'acier de 51, a été suivie par la Communauté européenne de 57, à l'origine de notre Union européenne, et là, véritablement élaborée sans l'intervention des Américains, fondée sur l'Europe du marché, l'ouverture des frontières commerciales, mais en parallèle de l'harmonisation de certaines législations, en particulier certaines législations sociales très spécifiques, et de l'adoption de règles particulières pour certains domaines, comme l'agriculture, comme ce qu'on appelait à l'époque les pays et territoires d'outre-mer, ou comme encore une fois les travailleurs migrants, en reprenant des travaux déjà effectués notamment par le BIT. Paradoxalement, cette logique de marché n'était pas exclusivement libérale. L'idée de créer un grand espace européen unifié visait aussi à augmenter la productivité en créant de grandes unités de production et de grands marchés de consommation. À l'époque, en France, la référence était les États-Unis, mais aussi l'URSS, où de gigantesques usines et barrages étaient mis en valeur pour montrer la supériorité intrinsèque des grandes organisations, qu'elles soient capitalistes ou qu'elles soient communistes. Les grandes organisations étaient censées être plus efficaces grâce aux gains de productivité qu'elles apportaient. Bien évidemment, cette espèce d'ode à l'industrialisation forcenée est aujourd'hui assez décalée par rapport à nos préoccupations environnementales, mais elles étaient très importantes dans l'Europe des années 50, qui était encore en reconstruction, même si l'essentiel de la reconstruction avait été achevé, et qui n'avait pas oublié aussi les pénuries alimentaires. Le rationnement, par exemple, s'est terminé en France en 1949. Alors cette logique de marché régulé s'amplifie ensuite avec les aspects monétaires à partir des années 70, en réaction à l'instabilité croissante des monnaies. Sur le plan commercial ensuite, à la fois en interne avec la création du marché commun puis du marché unique, et en externe avec des négociations communes conduites dans le cadre du GATT, puis de l'Organisation mondiale du commerce. Aujourd'hui, la préservation du marché unique est d'ailleurs au cœur des négociations actuelles entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, notamment pour éviter une réimposition des frontières en Irlande. Qui aurait cru que les négociations entre Londres et Bruxelles auraient achoppé sur finalement les relations entre Dublin et Belfast. Alors cette logique libérale, le marché unique, l'Union européenne a parfois dérivé en logique néolibérale ou ultralibérale, comme en témoigne par exemple le projet initial de directive Bolkestein sur la libéralisation des services, les déficits dans le contrôle des normes sociales et environnementales, révélés notamment par le Dieselgate de Volkswagen, ou par les plans d'austérité massifs imposés lors de la crise de la zone euro, notamment à la Grèce. Alors aujourd'hui, l'épidémie de Covid-19 semble
remettre en cause en partie cette logique libérale de marché par le confinement, qui repose sur une logique strictement antithétique à l'idée de libre circulation, notamment des biens et des personnes. Même le déconfinement peut remettre en cause le commerce international si des mesures de distanciation sociale produisent par exemple une augmentation massive du coût du transport aérien, avec la neutralisation d'une grande partie des sièges d'un avion. Le rôle de l'Union dans la surveillance d'un marché intérieur régulé peut alors évoluer et passer par la définition de normes sanitaires compatibles entre elles et par des mesures garantissant le bon approvisionnement en matériel médical et autres produits stratégiques. En même temps, rien n'est écrit. La majorité du commerce international passe par les voies maritimes, voire ferroviaires, routières, qui sont moins affectées par ces mesures. D'autre part, si la préoccupation environnementale est en constante progression, elle cède parfois le pas sur l'urgence sanitaire, comme en témoigne la réticence à utiliser le transport en commun, qui donne sa chance au vélo, d'un côté, c'est vrai, mais qui également remet en selle la voiture individuelle. De plus, une part non négligeable des emplois est dépendante de la libre circulation des marchandises et des individus dans l'industrie manufacturielle, dans le tourisme. À l'échelle internationale, les deux géants américains et chinois sont à la fois immergés dans des tensions protectionnistes et nationalistes, mais ils sont également dépendants du commerce extérieur. Le libre commerce en Europe et dans le monde reste donc d'actualité, même s'il va être sans doute de plus en plus régi par d'autres logiques, d'où l'importance de considérer les deux autres dimensions de l'intégration européenne, la solidarité, la puissance, dimension peut-être plus secondaire, mais nécessaire pour comprendre ces débats contemporains et cette histoire sur le temps long des coopérations européennes. Alors la solidarité constitue la deuxième dimension de l'intégration européenne, développée en réaction aux défis subis par le continent. Certes, cette logique est restée secondaire derrière celle du marché, car les États-providence se sont largement construits à l'échelle nationale. Cela explique d'ailleurs que la réaction à l'épidémie de Covid-19 reste largement nationale, car le système de santé le demeure. Les compétences de l'Union en la matière sont faibles, malgré un projet de poule blanc en 1952 qui visait à construire une communauté européenne de la santé, mais qui n'a donné lieu à aucune traduction concrète. Finalement, la solidarité européenne s'est exprimée de manière subsidiaire, en complément à la logique de marché, dans les années 50 et 60. Ensuite, elle s'est traduite par l'harmonisation de quelques législations du travail, surtout dans le domaine des migrations, afin de faciliter la vie des travailleurs italiens, notamment, et de leurs familles, émigrés en France, en Belgique, au Luxembourg ou en Allemagne. À partir des années 70, on a un deuxième temps. L'action de la communauté européenne dans le domaine de la solidarité se traduit par des réalisations un peu plus ambitieuses, tant en matière de législation, on peut penser aux directives Seveso, aux textes sur l'égalité homme-femme, que sur le plan redistributif avec la politique régionale. Initiée en 1975 par l'Italie, par le Royaume-Uni, par l'Irlande, ces deux derniers pays, le Royaume-Uni et l'Irlande, étaient entrés dans la communauté en 1973. Cette politique visait à redistribuer les fonds aux régions les plus pauvres. Elle existe toujours sous le nom de politique de cohésion avec une ambition plus large. Son ambition était relativement modeste à la base, mais elle a été considérablement renforcée à partir du milieu des années 80 pour accompagner l'élargissement vers le sud, la Grèce, le Portugal, l'Espagne, puis l'élargissement vers l'Est qui s'annonçait, qui se profilait après la chute du mur de 89, même si plusieurs projets avaient été définis pour associer d'une manière plus ou moins directe ou indirecte ces anciens pays du bloc de l'Est à l'Union européenne qui se créait alors. Il était sûr qu'il fallait en tout cas accompagner leur transition vers l'économie capitaliste. D'où le programme phare, par exemple, Poland and Hungary Assistance for the Restructuring of the Economy, bientôt étendu à l'ensemble des pays qui allaient rejoindre l'Union après 2004. Lors de la crise de l'euro aussi, des milliards d'euros ont été accordés aux pays en crise, l'Irlande, la Grèce, le Portugal, l'Espagne ou Chypre, même si leur effet a parfois été annulé par des politiques d'austérité drastiques et contre-productives finalement imposées en parallèle. En parallèle, un peu plus tard, la Banque Centrale Européenne, la BCE, a pratiqué des achats massifs de titres de dette publique sur le marché secondaire qui ont aidé l'ensemble des pays européens à
traverser cette crise, même si ce programme, comme vous le savez, est remis en cause par un jugement récent du tribunal constitutionnel de Karlsruhe, qui demande donc des justifications supplémentaires de la BCE. Alors, cela compte parce que face à l'épidémie actuelle, les institutions européennes ont continué sur cette lancée. La Commission a suspendu l'application du pacte de stabilité très rapidement, elle a assoupli les règles de surveillance des aides d'État et elle a annoncé des plans de relance qui restent encore à concrétiser. Et la BCE également a réagi relativement rapidement en amplifiant ses opérations de rachat d'actifs appelées quantitative easing. Bon, mais d'un autre côté, les pouvoirs quasi nuls des institutions européennes en matière sanitaire ont abouti finalement à une accumulation de décisions nationales et à un manque de solidarité aussi entre États européens assez criant et déplorable, il faut bien le dire, mais finalement pas complètement surprenant du fait de l'inorganisation et de la solidarité européenne et aussi du fait que la crise a touché tous les pays en même temps et s'est traduit par des défis largement inconnus. Finalement, l'enjeu actuel reste de savoir si la crise actuelle ne va pas aggraver le fossé entre Europe du Nord et Europe du Sud, remplaçant ainsi l'ancienne division Est-Ouest. L'Espagne et l'Italie figurent effectivement parmi les pays les plus touchés au monde par la pandémie, mais même le Portugal et la Grèce, qui bénéficient d'un bilan beaucoup plus favorable en termes de nombre de morts par habitant, vont fortement souffrir de la crise du fait de l'impact sur le tourisme, qui touche peut-être plus l'Europe du Sud que l'Europe du Nord. Et se profile également cette décision du tribunal constitutionnel de Karlsruhe qui peut remettre en cause, si ce n'est le quantitative easing, du moins l'ampleur qu'il a pris récemment. Dernier élément, l'Europe puissance, face au déclin de la logique de marché, face aux difficultés de mettre en œuvre une solidarité effective, se dessine une troisième alternative, l'Europe puissance. Puissance, terme qui a fréquemment été invoqué en France, déjà dans les années 50, dans les années 60 aussi avec la rhétorique européenne du général de Gaulle, mais avec une certaine ambiguïté, puisque lorsque le général de Gaulle parlait d'Europe puissance, ses voisins comprenaient Europe française. D'où finalement l'échec de cette ambition. Pourtant, au-delà, ou plutôt en deçà de la logique géopolitique, c'est d'abord dans le domaine commercial que l'Europe puissance a émergé. Je l'ai évoqué rapidement avec les négociations du GATT qui ont permis, et de l'OMC. Le fait que l'Union européenne représente les États a permis d'accroître la puissance de ces derniers, l'influence de ces derniers, de résister à des pressions, notamment américaines, par exemple sur le démantèlement de la PAC, sur l'interdiction du bœuf aux hormones ou sur les OGM. Donc c'est la notion d'Union européenne comme puissance commerciale, mais aussi comme puissance normative. L'idée forgée par le politologue Zaki Laïdi, en complément, en fait, pour préciser une notion plus ancienne et plus vaste d'une Europe comme puissance civile, forgée dans les années 70 par François Duchesne, collaborateur et biographe de Jean Monnet. Aussi, on retrouve là, plus dans le domaine géopolitique, l'idée de superpuissance tranquille, d'Antonio Marachik dans les années 90. Alors aujourd'hui, dans ce monde post-Brexit, dans ce monde trumpien, de nouveaux défis se posent à l'Union, avec la résurgence d'un protectionnisme agressif. Alors, le protectionnisme en soi n'est pas problématique s'il est circonscrit, s'il répond à des besoins sociaux, environnementaux précis, s'il s'inscrit dans une logique collaborative. On peut penser à la taxe carbone, aux encouragements à des circuits courts, mais il est problématique, ce protectionnisme, s'il s'inscrit dans une logique de repli sur soi, nationaliste, belliqueuse et raciste, qui vise surtout à préserver les profits des entreprises nationales, plus qu'à protéger les plus pauvres. Le sujet reste là encore celui de l'affirmation d'une Europe comme puissance économique, d'abord par la défense de cette Europe normative, l'affirmation des normes européennes, notamment sur le plan social et environnemental, et également la défense d'une Europe industrielle. Au-delà de la création de champions européens, il s'agirait, c'est l'esprit du manifeste franco-allemand de 2019, d'adapter à la marge, sans la remettre complètement en question, la politique de la concurrence européenne. Et le troisième enjeu qui se pose, c'est celui de cette souveraineté européenne dans un certain nombre de domaines, au-delà des domaines stratégiques classiques que sont l'armement, également dans le domaine médical, puisqu'on a bien vu un certain nombre de pénuries dans plusieurs pays européens sur des médicaments ou sur des équipements médicaux nécessaires pour lutter contre la pandémie lorsqu'elle touche un grand nombre de pays du monde. Bon, sur le plan militaire, l'affirmation de la puissance européenne reste plus chimérique, d'autant que l'Union
comprend beaucoup de pays neutres, hein, comme l'Irlande, la Suède, l'Autriche et la Finlande, qui ne sont pas forcément dans une logique interventionniste. Les rapports avec la Russie aussi sont assez divers, mais on perçoit là aussi une affirmation timide, mais perçue comme nécessaire face, d'une part, à l'émergence ou à la réémergence de puissances euh, qui ont une volonté d'affirmation plus forte qu'auparavant, la Russie, la Chine, et puis face aussi au déclin américain, en tout cas au déclin de la volonté américaine de s'associer avec l'Europe. Ainsi, pour conclure ce rapide panorama d'un siècle de coopération européenne, des lendemains de la Grande Guerre jusqu'à l'épidémie actuelle de Covid-19, traduit l'immensité des défis auxquels l'Union européenne et l'intégration européenne au-delà de l'Union a été confrontée. D'abord projetée dans les années 20, cette logique d'institutionnalisation de la coopération européenne ne s'est finalement réalisée que dans les années 50, en se renforçant au fur et à mesure des crises, malgré de puissants clivages internes. La logique du marché est restée largement prépondérante dans l'organisation du continent, même si elle n'a pas toujours été exclusivement ultralibérale ou néolibérale. La pandémie actuelle paraît précipiter son déclin, même si elle restera vraisemblablement un principe fondateur de l'organisation des relations économiques internationales. Souvent négligée ou rangée au rang de chimère, l'Europe solidaire et l'Europe puissance ont connu des incarnations diverses par le passé, et c'est finalement leur rebond et leur combinaison de ces trois Europes, marché, solidarité, puissance, qui demeurent au cœur de la crise actuelle.